Salut tout le monde, c'est Darius. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation sur la création d'une API REST en .NET. Dans la première partie, nous avons vu la définition de certains concepts. On a vu les différences qui existent entre ASP.NET et ASP.NET Core. On a également présenté l'architecture de la solution. Aujourd'hui, nous allons continuer avec cette formation et on va passer dans une phase beaucoup plus pratique où on va mettre en place le projet, on va initialiser le projet et commencer à écrire nos premières classes. Alors, vous êtes prêts? On commence tout de suite. La première chose que nous allons faire, c'est l'installation des outils. On aura besoin d'une base de données. Pour ça, vous allez vous rendre sur le site de MySQL. Donc, vous pouvez aller sur Google, chercher Download MySQL. Ça va vous ramener ici. Vous allez sur le site de MySQL. Vous venez là. Bon, vous pouvez aller prendre MySQL Community plutôt. Vous venez sur MySQL Community Server. Et ici, vous choisissez la version correspondant au système d'exploitation. Choisissez ici et vous allez télécharger là. Par la suite, on aura besoin d'un logiciel pour pouvoir manipuler notre base de données parce que par défaut, MySQL vient avec une invite de commande pour pouvoir interagir avec le serveur de base de données. Bon, nous ne voulons pas avoir à travailler dans cette interface graphique. On veut, dans cette invite de commande, nous voulons plutôt une interface graphique. Alors, pour ça, on va installer MySQL Workbench. Donc, on va rechercher Download MySQL Workbench. Vous venez ici, une fois de plus, vous choisissez le système d'exploitation et vous téléchargez le logiciel correspondant à votre version. Également, on aura besoin d'un éditeur qu'on utilisera pour écrire du code. On va utiliser VS Code. Nous avons déjà fait plusieurs tutoriels sur la chaîne pour comment utiliser VS Code pour le développement d'applications .NET. Donc c'est disponible sur la chaîne. Je vais mettre des liens dans la description. Et bon, ici, juste un aperçu rapide. Donc vous recherchez là Download VS Code. Vous venez ici, c'est disponible là. Vous choisissez la version correspondant à votre système et puis vous téléchargez. Et enfin, lorsque vous avez téléchargé VS Code, on va l'exécuter parce qu'on a besoin. Il y a une extension de VS Code qui est très importante pour développer des applications .NET en utilisant VS Code. Cette extension va rajouter beaucoup de fonctionnalités à VS Code qui vont lui permettre d'accélérer le développement d'applications .NET dans Visual Studio Code. Donc, cette extension s'appelle le C# DevKit. Donc, la voici. Moi, je l'ai déjà installé. Vous recherchez le disponible là et vous faites l'installation. Également, sur la chaîne, il y a un très bon tutoriel que nous avons fait sur cet outil qui donne un aperçu global de son fonctionnement. Bon. Vous pouvez aller regarder. On va mettre les liens. Je vais mettre les liens dans la description. Ok. Une fois cela en place, je pense qu'on est prêt à initialiser notre projet et enfin commencer le développement. Bon. Il y a une chose dont vous aurez besoin. Ayant suivi la formation sur... bon, je vais vous renvoyer sur la formation. Je vais vous renvoyer sur la vidéo sur le développement .NET avec VS Code dans laquelle on voit comment installer les SDK. Donc, si vous saisissez cette commande .NET list SDK, bon, je crois que c'est pas très visible. Je vais vous montrer ça ici. Donc, si je fais .NET list SDK, moi j'ai ici 3 versions de .NET qui sont installées.
la version 8, 9 et 6. Donc moi, pour ce tutoriel, j'aimerais utiliser la version 8. Je vous le dirai plus tard la raison pour laquelle je choisis la version 8. Et par défaut, lorsqu'on utilise VS Code pour initialiser un projet, je pense même c'est pareil chez Visual Studio, il utilise la dernière version du SDK. Bon, dans Visual Studio, on a la possibilité de choisir la version, mais dans VS Code, c'est pas encore le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par créer notre dossier du projet. Donc, moi, je vais le placer ici. Vous pouvez le placer où vous voulez. Je vais l'appeler todo REST API. On va open, on va l'ouvrir. À l'intérieur, je vais créer un fichier que je vais appeler global.json. Ce fichier me permettra de spécifier la version de .NET que je vais utiliser pour mon projet. Donc vous voyez, j'ai été aidé par mon ChatGPT, mon GitHub Copilot. On en reparlera sur la chaîne. Dites-moi si ce sujet vous intéresse. On en parlera sur la chaîne. Donc je vais retourner voir la version du SDK que je vais utiliser. C'est celle-ci. Donc je vais copier. Donc maintenant, toutes les initialisations de projet que je vais faire dans ce répertoire vont utiliser la version 8 du SDK. Donc je vais fermer ça. Maintenant, pour créer le projet, j'ai plusieurs possibilités. Je peux utiliser le raccourci CTRL-SHIFT-P qui va ouvrir cette interface-ci. Et à l'intérieur, je saisis .net. Pardon. Non. Attendez, pardon. C'est comme ceci, .net, 2 points. Quand vous saisissez .net, vous allez voir un ensemble de commandes disponibles. Ces commandes sont installées par C# DevKit. Donc moi, ce dont nous avons besoin, c'est New Project. Vous voyez, on peut ouvrir une solution, on peut retirer des références, ainsi de suite. Donc moi, je vais utiliser New Project. Bon, le raccourci sur macOS, c'est Command-Shift-P. Donc, on a une autre possibilité d'accéder à ça. On peut cliquer ici. On vient sur Show Command et on saisit .net et on choisit New Project. Il va charger les différents templates de projets qu'on peut utiliser pour développer, pour initialiser notre application. On peut partir d'un projet à blanc, c'est parce qu'on fait ici. On peut partir d'un projet pour la création d'une API web. On peut également créer un projet ASP.NET Core MVC, celui-ci. Mais nous voulons créer une API REST. On va prendre le template qui correspond. On va l'appeler todo REST API. On va le placer dans ce répertoire par défaut et on va créer. Mon projet il est initialisé, le voici, il est visible là. Par défaut, avec la version 8 de .NET, il va installer deux packages pour la configuration du Swagger par défaut dans le projet. Alors, notre projet étant initialisé, vous voyez, il utilise la version 8 de .NET. Il y a un fichier qu'on va regarder en premier, c'est le fichier programme. Alors, par défaut, quand on initialise le projet dans VS Code, un projet Web API, il va choisir Minimal API pour initialiser l'API. Bon, l'API minimal, c'est une autre façon de développer des API en .NET qui simplifie un peu, qui réduit le nombre, les classes dont on a besoin, la structure, qui change même la structure. Donc, c'est un peu le concurrent des contrôleurs. Donc nous ici, on va utiliser les contrôleurs au lieu de l'API minimale. On fera une autre vidéo sur l'API minimale. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. On fera un tutoriel comment utiliser l'API minimale. Donc, on va commencer par transformer ceci pour utiliser les contrôleurs. Donc pour ça, on va effacer cette première partie et on va dire au service de rajouter les contrôleurs.
ceci. Et ayant rajouté les contrôleurs, on a besoin de les mapper ici. On va effacer cette classique qui ne sert plus à rien. Donc, cela fait, on a maintenant notre application qui utilise les contrôleurs. Un petit tour sur les répertoires, on a un fichier property. Bon, lui, on va presque jamais venir ici. Si ce n'est pour, par exemple, changer l'URL de démarrage de l'application, configurer par exemple qu'on n'aimerait pas que le navigateur se lance par défaut quand on exécute l'application. On va le voir tout de suite. Quand on va exécuter l'application, le navigateur va s'ouvrir par défaut. On peut changer également les variables d'environnement ici. On peut définir des profils d'exécution. Par exemple, ici, on a le profil HTTPS qui nous permet d'exécuter l'application en HTTPS. Ainsi de suite. On a le App Setting. App Setting, c'est comme son nom l'indique, permet de définir les settings, les paramètres de l'application. On a également appsettings.development.json. C'est en fait le même fichier appsetting, sauf que lui, il définit les configurations qui sont particulièrement utilisées dans le cadre du développement, dans l'environnement de développement. Donc, vous pouvez faire le lien entre développement et ceci, développement. Donc, on a l'environnement de développement ici, alors le fichier appsettings développement sera utilisé. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est quoi? Si on définit, par exemple, cette variable-ci, ici, si on revient la définir ici, en environnement de développement, c'est la valeur dans ce fichier-ci qui va primer, qui sera utilisé. Et enfin, le fichier programme, ça, c'est le fichier d'entrée de l'application. C'est ici que on va définir comment est-ce qu'on voudrait que l'application s'exécute. Par exemple, on a vu comment on définit on enregistre les contrôleurs. De la même manière, on va enregistrer des services ici. On peut enregistrer également des middleware, configurer l'authentification. Bref, c'est ici qu'on va définir un ensemble de configurations, un ensemble de services qui impactent sur l'exécution de l'application. Ce fichier, lui, il est utilisé pour tester l'application. Donc, vous voyez là, il y a l'adresse ici. Il permet en fait de faire des appels d'API pour obtenir des résultats une fois qu'on a développé notre application. Alors, maintenant qu'on a fait un petit tour des dossiers, on va exécuter l'application pour se rassurer que tout fonctionne bien. On vient ici, Run and Debug, on choisit C#. On choisit le projet de démarrage qui est tout le reste API et on exécute. Notre application s'est exécutée. Vous avez vu, le navigateur s'est lancé ouvert par défaut. Et on a cette page qui s'affiche, qui contient le Swagger. Pour le moment, c'est vide. Lorsqu'on va commencer à créer nos premiers endpoints, ils vont s'afficher ici. Alors, il y a quelque chose que que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. C'est lorsque vous aurez installé MySQL, vous aurez besoin d'initialiser le mot de passe de l'utilisateur root. Ça, c'est pour ceux qui vont installer MySQL pour la première fois. Mais pour les autres, vous aurez certainement déjà installé. Donc, je vais partager le lien dans la description. Ça va vous aider pour configurer le mot de passe de l'utilisateur root. Donc, c'est assez explicité ici. C'est assez défini. Vous allez suivre pas à pas pour pouvoir le faire sur votre ordinateur. Si vous avez des problèmes, vous le laissez en commentaire et je verrai comment vous assister. Maintenant qu'on a initialisé le projet, voyons ensemble l'architecture de la solution qu'on va mettre en place. Vous allez remarquer, elle est un peu différente de celle qu'on a présentée dans les slides de la partie 1. La raison, c'est quoi? Le changement qui est apparu, c'est cette partie-ci, le service. Pardon, on a rajouté en fait un service qui sera l'intermédiaire entre la partie contrôleur et la partie data. Ça, c'est pour éviter de faire communiquer la partie présentation et la partie accès aux données.
Donc, le reste est inchangé. On a un DB contexte, on a un to-do item. Ça, c'est notre modèle. Ici, ça, c'est on va dire l'outil ou alors la classe qui permettra de parler avec la base de données. Donc, c'est par cette classe-ci qu'on va passer à chaque fois qu'on voudra faire des interactions avec la base de données. On a notre service ici qui, lui, va se charger de faire les traitements, les différentes opérations métiers de notre application et va accéder à la base de données au besoin et retourner des résultats au niveau de la présentation. Le DTO ici, lui, servira à faire une représentation extérieure de notre modèle. Alors, donc voici l'architecture. On va commencer par mettre en place les différents répertoires et on va créer les premières classes. Le premier répertoire, on va créer le répertoire contrôleur. C'est ici qu'on va créer le contrôleur. Ensuite, on va créer data pour la couche data. Un autre répertoire service. Et enfin, le répertoire DTO. Donc, nos répertoires ils sont prêts. Très souvent, moi, je préfère commencer par mettre en place la couche data, c'est-à-dire tout ce qui a trait au modèle de l'application. Donc, je préfère commencer par mettre cela en place. Ensuite, je connecte à la base de données. Lorsque cela est prêt, je remonte au niveau de la couche supérieure qui est le service et ensuite le contrôleur et ainsi de suite. Donc, je vais venir dans la couche data. Je vais créer un dossier ici que je vais appeler modèle. Donc, notre modèle il est assez simple. On va l'appeler to-do item. Le voici. On va l'initialiser avec les attributs ID, title, un attribut pour savoir si c'est complété et une description. On va rajouter un peu on va rajouter d'autres mots clés ici. Required, ça veut dire que le titre est requis. Donc, on ne pourra pas initialiser de to-do item sans fournir le titre. La description, elle est facultative. Et par défaut, le to-do item est non complété. Donc, ça c'est ma classe to-do item. Maintenant, puisque c'est un modèle, pour pouvoir, lorsqu'il est initialisé par défaut ici, Entity Framework Core, c'est Entity Framework Core, bon, on va l'installer tout à l'heure, on ne l'a pas encore installé. C'est en fait c'est l'ORM qu'on va utiliser pour interagir avec notre base de données. Donc, par défaut, lorsque je crée un attribut qui s'appelle ID, c'est que c'est l'identifiant de ma classe, donc il va automatiquement l'utiliser comme identifiant. Donc, pour revenir maintenant à cet ORM, effectivement, c'est Entity Framework Core. C'est un ORM très puissant dans l'écosystème .NET, très populaire, qui facilite les interactions avec la base de données. Donc, nous ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer, par défaut, il n'est pas installé dans la solution, donc je vais l'installer maintenant. Je fais un clic droit ici, Add New Get Package. Je vais rechercher Microsoft.Entity Framework. On aura besoin de ce premier package. Très important, il faut choisir la version 8 pour que soit compatible avec notre version de .NET. On va choisir ici. Ensuite, on aura besoin d'un autre package. On va prendre Entity Framework Core Relational. On aura besoin ensuite d'un autre package pour la génération des migrations. Et un dernier package pour l'interaction avec la base de données MySQL. Tout à l'heure, lorsqu'on initialisait le projet, j'avais dit que je devais choisir
je choisissais la version 8 de .NET. Et bien la raison c'est parce que ce package-ci pour l'intégration avec MySQL n'est pas encore disponible pour la version 9 de .NET. Donc on va choisir la version 8, la dernière version. Si je viens ici, vous voyez, les différents packages sont disponibles là. Donc, il y a un dernier package qu'on a oublié, c'est Entity Framework Design. On va prendre également la version 8. Donc, cela installé, je peux venir maintenant ici, créer mon DB Context. Tout à l'heure, on a dit que le DB Context, c'est la classe qui permet de parler avec la base de données. Cette classe hérite d'une classe qu'on appelle le DB Context. Qui vient du package Microsoft Entity Framework Core. Et cette classe initialise un constructeur qui prend en paramètre DB Context Option, qui sont des options pour l'initialisation du DB Context. Donc, quand on l'a créé ainsi, donc on a notre DB Context, on a To-Do Item, c'est un DB7 de To-Do Item, c'est en fait une image de la table To-Do Item dans la base de données. Donc, la suite, c'est quoi? Je vais enregistrer le DB Context dans le programme. Donc, je vais venir ici. Builder.service. Bon, vous voyez, Copilot m'aide à initialiser les choses pour moi. Donc, oui, moi je vais créer une variable ici, connection string, et ensuite je vais venir ici, pardon, voilà, j'aurai besoin d'importer le package. Donc vous avez vu ici, j'ai utiliser la configuration pour récupérer le paramètre default connection qu'on va créer dans le app settings. Donc on utilise cette instruction aussi pour lire la connexion dans le fichier de connexion, le fichier de configuration. Et ensuite je rajoute le DB Context dans le service, dans le conteneur service comme ceci, add DB Context, le nom du DB Context ici. Et ici, comme on va utiliser MySQL, on fait use MySQL et on a cette configuration. Si c'était SQL Server, on devait installer un autre package SQL Server, ça devait être ici use SQL Server, ainsi de suite. Donc ça peut varier en fonction de la base de données que vous utilisez. Il faudra regarder la documentation. Donc ceci étant mis en place, mon DB Context est prêt. Maintenant, notre to-do item, le voici. J'aurai maintenant besoin de générer la base de données. Donc cette approche-ci s'appelle en fait le code first, c'est-à-dire j'écris du code et ensuite je génère la base de données. Donc maintenant j'aurai besoin de générer la base de données. Pour ça on aura besoin d'un outil. Cet outil s'appelle .NET EF Core. Comment on appelle ça? C'est .NET EF Command. Voilà, c'est ça. Dans la documentation, voici comment on installe .NET. Donc vous copiez cette commande si vous l'installez. Et vous voyez, tout à l'heure on a installé ce package. Donc pour que .NET EF fonctionne, on a besoin que ce package soit installé dans notre projet. Nous l'avons déjà installé. Et pour vérifier son installation, on fait .NET EF. Donc nous allons voir ça tout de suite. On va ouvrir notre terminal ici.
Donc, dans le terminal, pardon, on va faire .NET EF. Vous voyez, ça s'affiche, ça veut dire bel et bien installé. Donc, vous, lorsque vous allez saisir la commande, vous devez avoir un résultat plus ou moins semblable à celui-ci. Maintenant que c'est installé, j'aurai besoin de me positionner à la racine de mon projet dans le terminal. Donc moi je l'ouvre de cette manière, vous pouvez l'ouvrir, utiliser le terminal qui vous convient le mieux. Moi je me positionne ici à la racine du projet ici qui contient le DB context, et je vais maintenant exécuter la commande .NET EF add migration, pardon, c'est .NET EF migration add initial, qui crée la migration initiale du projet. Ça c'est terminé. Je vais vérifier la migration. Donc généralement il crée un dossier migration à l'intérieur duquel il met les migrations. Vous venez ici, il a créé la migration, la voici, vous voyez là. Il crée la table to do item, il initialise notre attribut ID et les différentes colonnes. Et vous avez vu, comme je l'ai dit, il a utilisé, il a rajouté la contrainte primary qui est sur l'attribut ID. Je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit, il a fait tout seul. Donc, si je voulais utiliser, définir la clé de manière manuelle, je pouvais le faire ainsi. Je mets un attribut key et on peut également définir d'autres attributs pour dire par exemple que cet attribut ici est requis et définit une validation sur le nombre de caractères. Donc, maintenant, on a rajouté quelques attributs. Donc, très souvent, quand on modifie le modèle, ce qu'on fait, on retourne régénérer une nouvelle migration. Donc, je fais .NET add migration. Je vais appeler add validation. Ça s'est bien passé. Je reviens dans le dossier migration et voici la nouvelle migration ici. Je viens là, voici. On a la mise à jour ici, on a la taille qui a été définie, la contrainte sur la nullité et pareil ici. Donc, mes migrations sont prêtes. Lorsque j'ai mis à jour les migrations et qu'elles sont prêtes, je vais maintenant générer la base de données. La commande pour générer la base de données, c'est .NET EF database update. Bon, ça va échouer. Pourquoi? Parce que on n'a pas défini la chaîne de connexion. Donc, on va venir ici. Vous vous rappelez, dans le programme, on a enregistré, on a essayé de lire une connexion string, une variable, un paramètre connexion string dans les settings qui s'appelle default connection. Donc, ici, je vais venir l'enregistrer. Donc, je peux l'enregistrer ici ou là, bon, peu importe, puisqu'on ne va pas faire une séparation dans les environnements. Donc, je vais le mettre ici. Je viens là. Vous aurez là généré la connexion par défaut. Donc, je fais get connection string. Il faut que cette clé-ci, ou alors que cette valeur-ci soit exactement ceci pour que le get connection string puisse fonctionner. Donc, on définit la connexion string, le nom, le default, ça correspond à ceci, default, et là, si la chaîne de connexion, la base de données, c'est ça, le serveur, c'est ça, la base de données, c'est TodoDB, le user, c'est root, le mot de passe, je le définis comme ceci, et j'enregistre. On va retourner, régénérer notre base de données. Et voilà, ça s'est bien passé. Tout à l'heure, on
on a dit qu'il fallait installer MySQL Workbench. On aura besoin de lui maintenant pour voir la base de données qui a été créée. Donc pour ça, je vous invite à ouvrir MySQL Workbench. Lorsque vous l'ouvrez, il ressemble à ceci. Vous cliquez là pour connecter à votre base de données, pour lui donner un nom. Mettez le hostname, le port et ensuite le username et le mot de passe. Donc moi je suis déjà connecté, donc je vais choisir la chaîne ici. Alors ma database la voici, TodoDB, elle a été générée. Je vais afficher la table pour voir les données qui sont à l'intérieur, elle est vide. On a une table également qui s'appelle EF Migration. Cette table contient les différentes migrations qu'on a appliquées à la base de données. Vous voyez, on a la table, la migration initiale, la migration at validation. Donc, c'est tout pour notre base de données. Notre base de données est en place. On peut remonter d'un niveau. On va retourner voir notre architecture ici. Donc, on vient de mettre cette partie ici en place. De ceci qui communique bien avec la base de données. Maintenant, on peut remonter ici pour pouvoir mettre en place le service.